Bonjour à tous et bienvenue, regardons ensemble les titres de l'actualité de ce dimanche 1er novembre et à la une, ce nouveau reconfinement annoncé jeudi soir par Emmanuel Macron. De nombreux commerces dits non essentiels sont contraints de fermer, provoquant la colère de nombreux maires qui s'indignent face à ces fermetures avec des arrêtés d'ouverture. Nous reviendrons en détail sur ces annonces à la veille de la rentrée scolaire de la Toussaint qui s'annonce perturbée cette année. 3 jours après l'attentat dans la cathédrale Notre-Dame à Nice, nous reviendrons sur l'avancée de l'enquête. Un acte qui rappelle étrangement l'assassinat du père Hamel le 26 juillet 2016. 3 personnes ont été tuées et l'auteur de cet attentat qualifié d'islamiste par le chef de l'État a été grièvement blessé. Dans 3 jours aura lieu l'élection présidentielle américaine. Donald Trump et Joe Biden, les deux adversaires, continuent leur meeting. Davian May reviendra avec nous en plateau sur les enjeux autour de ce scrutin. Enfin, nous vous emmènerons au lendemain d'Halloween et en ce jour de Toussaint au Mexique pour découvrir les diverses manières de célébrer cette tradition. Mais avant de développer tous ces titres, partons tout de suite à Lyon où un prêtre orthodoxe a été blessé par balle hier soir. Dans le 7e arrondissement du quartier Jean Massé, un possible suspect a été interpellé. Le parquet de Lyon indique qu'aucune piste n'est pour l'heure privilégiée. Océane Mallet. Un prêtre orthodoxe de nationalité grecque a été blessé par balle à bout touchant au fusil à canoncier alors qu'il fermait son église dans le 7e arrondissement de Lyon, près d'un quartier résidentiel. Le religieux, âgé de 52 ans et père de famille, a été visé par 2 coups de feu et a été atteint au foie. Il a été évacué sur une civière et hospitalisé dans un état grave. Pour le moment, nous n'en savons pas plus sur son état de santé. Venons-en à l'auteur des coups de feu, qui a pris la fuite. Mais un suspect correspondant à son signalement a été arrêté en fin de journée dans un kebab dans le 3e arrondissement de Lyon. De plus, l'arme n'a pas encore été retrouvée. Le tireur a été décrit comme un individu de type méditerranéen qui ferait environ 1,90 m. Il était habillé d'une longue gabardine noire avec un bonnet de la même couleur qui semblait dissimuler un fusil à pompe à canon scié. Cette attaque, dont on ignore encore les motivations, survient quelques jours après l'attentat islamiste qui a fait 3 morts dans la basilique Notre-Dame de Nice. Depuis ce vendredi minuit, la France est sous confinement et ce pour une durée d'au moins un mois après la recrudescence de la pandémie au Covid-19. Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi soir à 20 h et a donc annoncé le retour du confinement qui se veut allégé au précédent. Des arrêtés municipaux ont été mis en place par de nombreux maires qui ne souhaitent pas la fermeture de certains commerces dits non essentiels. Le détail de ces annonces avec ce reportage de Rodrigue Bedin. Mercredi, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une allocution solennelle. Le chef de l'État a d'abord dressé un bilan de la situation épidémique avant d'annoncer de nouvelles mesures restrictives. Depuis vendredi minuit, la France métropolitaine et la Guadeloupe sont de nouveau confinées jusqu'au 1er décembre au minimum. Cependant, de nombreuses différences ont lieu par rapport au mois de mars. Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts, mais les universités seront fermées. Concernant la vie professionnelle et économique, les lieux non essentiels fermeront leurs portes. C'est le cas des boutiques, mais aussi des coiffeurs, des bars et des restaurants. Le nouveau confinement a officiellement démarré vendredi 30 octobre, parfois de façon chaotique, mais sera pleinement effectif lundi en raison des retours de vacances de la Toussaint. Seuls les lieux indispensables demeureront ouverts, comme les commerces alimentaires, les magasins de bricolage et les bureaux de tabac. Le télétravail sera également généralisé au maximum. Retour également de l'attestation dérogatoire. Il y en a 3, une pour les déplacements brefs, comprenant les rendez-vous médicaux, l'assistance familiale, les promenades d'animaux et les achats de première nécessité, une deuxième pour le travail qui sera permanente et une troisième pour les parents qui emmèneront leurs enfants à l'école. Pour les élèves se rendant seuls en cours, une attestation est délivrée par l'établissement scolaire. Enfin, par rapport au premier confinement, les EHPAD resteront visitables, les frontières européennes resteront ouvertes mais les frontières extérieures seront fermées, et les lieux tels les jardins, les parcs et les plages resteront ouverts, à condition d'être situés à moins de 1 km du domicile, comme le prévoit l'attestation. Plusieurs maires de la région, notamment à Perpignan et Montauban, tiennent tête au gouvernement. Ils ont pris des arrêtés illégaux rétablissant l'ouverture des commerces non essentiels. Ils sont révoltés par la fermeture des commerces non essentiels depuis ce vendredi pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus.
Convaincus d'une injustice envers les petits commerces, alors que la grande distribution reste ouverte, ils entament un bras de fer juridique avec l'État. Enfin, à l'étranger, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé un confinement partiel à partir de mardi pour combattre la deuxième vague de Covid-19. De son côté, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé en Angleterre un reconfinement à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre, submergé par l'accélération soudaine de l'épidémie, selon les mots du président français Emmanuel Macron. La France devient ainsi un des rares pays ou régions en Europe, avec l'Irlande et le Pays de Galles, à choisir de reconfiner l'ensemble de sa population, l'arme la plus puissante face au coronavirus. Un reconfinement qui provoque des craintes autour des attestations de déplacement que vous devez vous munir, sans quoi vous serez exposé à une amende de 135 €. Et du côté des chiffres de la contamination au coronavirus en France, il s'élève à plus d'1 million de cas testés positifs, soit plus de 49 215 en seulement 24 heures, plus de 36 000 décès, soit plus de 545 en 24 heures, et environ 117 000 guérisons. Dans le monde, les chiffres s'élèvent à plus de 45 000 contaminations et plus d'1 million de décès, tandis que les guérisons s'élèvent à un peu plus de 29 800 guérisons. Après les tests PCR, les tests antigéniques sont depuis hier matin disponibles dans de nombreuses pharmacies afin de désengorger les laboratoires bondés. Pas aussi fiable que les tests PCR, mais plus rapide et efficace en seulement 30 minutes. Ce test indique si oui ou non il y a présence de coronavirus. Les personnes symptomatiques de moins de 65 ans sont prioritaires pour se faire dépister. Voilà, et sachez qu'après les annonces du durcissement des mesures sanitaires en Espagne avec couvre-feu à la clé et interdiction de quitter le pays, des centaines de personnes ont violemment manifesté à Barcelone. 12 personnes ont été arrêtées et vous le voyez sur ces images, des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre alors que le pays est l'un des plus touchés par cette pandémie. L'autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, c'est aussi cet attentat qui survient 4 ans après le précédent à Nice. 3 personnes ont été tuées jeudi matin, dont un homme et 2 femmes, dans une basilique, celle de Notre-Dame, donc de Nice. L'auteur des faits est un Tunisien de nationalité âgé de 21 ans et a été grièvement blessé par les forces de l'ordre qui sont intervenues quelques minutes après les faits. Une période difficile où la menace terroriste plane en cette fin d'année. Retour sur les faits avec ce reportage de Mikey Supplon et les avancées de l'enquête. Le jeudi 29 octobre, à 9 h, un homme d'une vingtaine d'années attaquait plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Puis, en sortant de l'église, il a aussi attaqué une femme. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a pris la parole jeudi soir pour donner plus de précisions sur l'assaillant. Pour le moment, nous savons qu'il s'appelle Brahim A. Il est âgé de 21 ans, il est de nationalité tunisienne, il est arrivé le 20 septembre à Lampedusa en Italie, puis le 9 octobre à Bari, puis en France le 28 octobre. Nous avons retrouvé sur lui un Coran et 2 téléphones. 2 personnes ont été mises en garde à vue, l'un pour avoir donné le téléphone et l'autre qui devrait être un complice. Le président de la République Emmanuel Macron s'est immédiatement rendu à Nice avec ses ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Il était 9h43 ce matin à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean Castex s'adresse aux députés par rapport au reconfinement, lorsque le conseiller parlementaire lui annonce qu'un attentat a eu lieu à Nice. Puis une minute de silence a eu lieu à l'Assemblée. Cet attentat a eu lieu 4 ans après l'attentat du 14 juillet dernier qui avait fait 458 blessés et 86 morts. Et suite à l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie ayant été décapité après avoir montré à ses élèves une caricature du prophète Mahomet, une minute de silence sera donc respectée demain matin dans tous les établissements scolaires de France. Emmanuel Macron avait annoncé lors de l'hommage national qui était dédié à ce professeur qu'il ne renoncerait pas à la liberté d'expression en France et donc aux caricatures, ce qui a créé de vives tensions dans de nombreux pays occidentaux. De nombreux drapeaux français et des posters d'Emmanuel Macron ont été brûlés. Ces pays invitent également au boycott des produits français, une colère ayant causé la mort d'un vigile du consulat français en Arabie Saoudite. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre la diffusion de ces caricatures autour des mosquées de Bamako, au Mali, la France qui est actuellement sous menace terroriste.
C'est en mer Égée, près des îles grecques et dans l'ouest de la Turquie que vendredi soir, un puissant séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé la zone. Malgré les tensions diplomatiques, la France et la Grèce ont proposé de s'entraider afin de retrouver des survivants ainsi que d'aide humanitaire et économique. Le bilan humain, lui, s'élève à 26 morts et des centaines de blessés, principalement turcs. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, à quelques jours de l'élection présidentielle, les meetings continuent pour Donald Trump et Joe Biden. Plus d'un tiers de l'électorat a déjà voté et les résultats de ces élections seront évidemment à retrouver sur notre compte Twitter AR1 qui se mobilise pour vous informer au mieux concernant cette élection. Une émission spéciale devrait d'ailleurs être diffusée ce mercredi sur AR1. Bonjour Davian Maï, vous êtes avec nous. Quels sont les enjeux à 3 jours de ces résultats? Bonjour Steven, bonjour à tous. Les enjeux du scrutin sont extrêmement importants de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique en raison de la pandémie, tout d'abord de la Covid-19, de la détérioration de la situation économique du pays américain, des tensions sociales liées au racisme ou encore à l'homophobie et à la polarisation politique. Les enjeux ont été régulés au second plan de la campagne électorale. C'est le cas des relations américaines qui sont sans doute l'enjeu international le plus important à moyen et à long terme de ces élections pour les États-Unis et le reste du monde. Tout au long de sa présidence, et notamment de sa campagne, le président Donald Trump a fait de la Chine un de ses principaux boucs émissaires. Il y a 4 ans, les sondages annonçaient une victoire écrasante de la candidate démocrate Hillary Clinton face au républicain Donald Trump. L'immobilier conservateur l'avait ensuite emporté à la surprise générale. Depuis, les instituts ont revu leur méthode d'enquête et avancent avec prudence. Ils annoncent quasi unanimement la victoire ce mardi de Joe Biden. Plusieurs inconnus de taille planent notamment sur le scrutin, Steven. Quant au déroulement du vote, le vote populaire importe peu dans l'élection présidentielle américaine. Le président peut en effet être élu avec moins de votes que son adversaire. Ce fut le cas notamment donc en 2016. Hillary Clinton avait reçu 3 millions de voix de plus que Donald Trump ou de George Bush en 2000. Les électeurs donnent leur voix à de grands électeurs, donc c'est pour ça que les Américains ont déjà commencé à voter pour leurs grands électeurs, dont le nombre diffère de grands électeurs d'État en État. Le candidat arrive en tête et récolte toutes les voix du grand électeur. Au total, c'est 538 grands électeurs qui font partie du collège électoral. Il faut moins de 270 voix pour être élu président par les grands électeurs. Je vous donne rendez-vous pour la Tonight America. Ce mardi soir, la rédaction se mobilise sur Twitter grâce à Rodrigue Bedin et Pierre-Emmanuel Warter et moi-même. Nous vous ferons vivre ce scrutin américain. Nous passerons en nuit américaine tout au long de la nuit, les enjeux, les scrutins et les témoignages. Donc dans la nuit de mardi à mercredi sur notre compte Twitter AR Info, on vous donne donc rendez-vous dès 20h ce mardi. Merci beaucoup Davian pour ces précisions et puis on vous retrouvera évidemment d'ici ces prochains jours pour y revenir. Lui était le visage emblématique d'un héros, celui de l'agent 007, James Bond. L'auteur Sean Connery est décédé hier après-midi à l'âge de 90 ans. Il avait décroché un Oscar en 1988 pour notamment British Academy Award. Cet Écossais avait également été salué par la reine d'Angleterre Elisabeth II dans les années 2000. Halloween se tenait hier et pourtant le confinement en a décidé autrement. Et pour compenser ce manque, que diriez-vous d'une bonne soupe à la citrouille? Alors que cette célèbre tradition est fêtée dans de nombreux pays, nous vous proposons aujourd'hui El Dia de los Muertos au Mexique, mais pas que. Reportage découverte Émilie Dubac et Maïki Suplon. Après avoir parlé de la fête anglo-saxonne d'Halloween, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux autres pays du monde, qui fêtent aussi les morts mais de façon beaucoup plus joyeuse et colorée. Au Mexique par exemple, la fête del Dia de los Muertos n'est absolument pas terrifiante.
Le 1er de novembre, les Mexicains célèbrent le retour des morts. Ils les accueillent avec des confiseries et des gâteaux traditionnels. Ces offrandes sont déposées sur les autels installés dans leur maison pour l'occasion. Ces autels sont décorés avec des bougies, des fleurs et des photos. Dans les cimetières, après avoir nettoyé et décoré les tombes, les Mexicains pique-niquent, puis restent réveillés toute la nuit. Cette fête est accompagnée de musique, de chants et de danse. Ainsi, les cimetières deviennent vivants, joyeux et festifs. De plus, les Mexicains sont déguisés et portent un maquillage spécifique qui représente une tête de mort très colorée et fleurie. Au Japon aussi, les gens installent un autel dans leur maison sur lesquels ils déposent des offrandes, notamment des ancêtres, des fleurs ou des fruits. Cette fête des âmes est nommée Obon. Elle se déroule le 13 et le 15 août. Ce rassemblement familial permet d'honorer leurs ancêtres décédés. Pour leur rendre hommage, ils dansent vêtus d'un yukata sur les chansons traditionnelles dans le parc et les écoles. La nuit du 1er au 2 novembre, en Sicile, aussi les habitants fêtent les morts. Les enfants reçoivent des confiseries et des cadeaux le lendemain de la Toussaint. D'après la tradition, ils leur sont offerts par leur aîné décédé. C'est un peu comme Noël avant l'heure, pour les enfants de cette petite île italienne. Ce jour-là, les tables sont garnies de pâtisseries traditionnelles comme les rames du Napoli, les piparelles ou encore les ossa dei Murizi. Ces gâteaux sont aussi mangés sur les tombes des défunts. Finalement, le but de cette fête est de penser aux personnes décédées dans la joie. Au Népal, pour avoir fait leur deuil dans la joie, et les familles de personnes récemment décédées défilent dans la ville. Cette fête a été créée par un roi du Moyen-Âge qui voulait redonner le sourire à sa femme après le décès de leur jeune fils. La fête Kaichiratra est aussi nommée la fête des vaches, puisqu'il y a pendant cette fête des vaches et des enfants déguisés en vaches pour guider les défunts. La date de Gaitrana change tous les ans, puisqu'elle se révèle au calendrier lunaire. Cette année, elle a lieu le 11 août. Il existe de nombreuses autres fêtes des morts qui se célèbrent dans l'ambiance joyeuse. Et ce n'est pas un motif valable de déplacement sauf si vous vous déguisez en policier citrouille, et qui dit confinement rime souvent avec beau temps. Voici les prévisions météo de Pierre-Emmanuel Alter qui annonce cet après-midi une perturbation pluvieuse dans le nord et l'est du pays. À l'arrière, vous le voyez, de celle-ci, quelques cumuls laisseront apparaître le soleil. Les températures seront douces pour la saison avec 4 degrés pour le minima à Valence, 9 degrés à Ajaccio, 15 degrés pour Moulins et 14 degrés à La Rochelle. Dans l'après-midi, il fera 19 degrés à Dijon, 20 degrés à Marseille et le maximum sera pour Auch avec 24 degrés. La tendance des prochains jours, lundi, un ciel légèrement voilé avec un temps maussade entre la Savoie et Perpignan. Le ciel, lui, sera dégagé à l'arrière de cette perturbation. Attention au vent sur les bords du littoral atlantique. Cette perturbation se décalera ensuite mardi avec du vent. Soyez donc prudents, à noter sur les côtes de la Manche. Le soleil, lui, persistera mardi avec un grand soleil pour tout le monde, ou presque. Mercredi, le soleil dominera sur tout l'Hexagone. C'est la fin de cette édition, merci à vous de votre fidélité. Ne manquez pas mercredi notre émission spéciale où nous reviendrons sur l'élection américaine. Vous retrouverez en attendant toutes vos informations complémentaires sur notre compte Twitter AR1 Info. Samedi, retrouvez Romain Lucas qui vous présentera FAQ avec l'ancienne avocate de Jacqueline Sauvage dont nous avions fait un numéro du grand format le week-end dernier, maître Nathalie Tomassini. Dans 15 jours pour le journal, ce sera David Maé. Portez-vous bien. Ciao. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.